Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je crois que ce spot avait été pas mal plébiscité lors des derniers vlogs. Donc je me suis dit que j'allais introduire ce nouveau vlog défi lecture ici. Et probablement que vous le reverrez dans des plans ultérieurs également. Parce que je suis assez fan du rendu également et du confort pendant les vlogs. Donc voilà, je pense que ça va devenir un spot de vlog privilégié. Merci en tout cas pour vos retours à ce sujet. Je vous retrouve donc aujourd'hui, dimanche 19 février. Et il est grand temps, je pense, d'introduire enfin le défi lecture du mois de février, donc qu'on organise avec Lucie de la chaîne Lucie a lu. Je vous remets en barre d'infos les explications, le vlog du mois de janvier si vous ne l'avez pas encore vu. En gros, avec Lucie, on a décidé que en 2023, on allait tous les mois s'envoyer par la poste des petits défis lecture à réaliser en lisant un livre dans le mois sur un thème donné. On s'est donné des grands thèmes mensuels et puis à chaque fois, on essaie de réfléchir à une consigne à donner à l'autre. Et bien évidemment, si vous voulez nous rejoindre pour une ou plusieurs des consignes, c'est avec plaisir. On partage notamment pas mal sur Instagram avec des recommandations, etc. Et donc, dans l'épisode précédent, dans la fin du vlog précédent, j'ai reçu la consigne de Lucie pour le mois de février, qui est donc lire un livre sans histoire d'amour romantique, qui est hyper cool parce que ça va changer mon envie de romance romantasy pour le mois de février, parce que je ne sais pas, ça s'est réveillé ces dernières semaines, probablement parce que j'ai lu pas mal de fantasy, SF sans trop de romance ces derniers temps et que j'avais un petit peu envie de changer aussi, mais là ça va être un petit peu autre chose et ça va être assez cool. C'est un thème qui m'inspirait pas mal mais pour lequel j'avais pas tant de livres dans ma bibliothèque qui criaient leur correspondance, en tout cas comme ça pouvait être le cas pour le mois dernier, pour sortir de ma zone de confort où j'avais eu des idées assez rapidement. Là ça s'est fait un petit peu plus progressivement et c'est pas plus mal parce que ça va me permettre de sortir à la fois du très très vieux et à la fois du très très récent de ma pile à lire. Pourquoi plusieurs? Tout simplement parce que comme pour le mois précédent, je me suis préparé une petite pile à lire. Voilà, on s'était dit que un livre ça suffisait largement pour ce défi et c'est le cas, mais moi je me dis que ça peut être l'occasion de me motiver à sortir certains titres de ma pile à lire et c'est plutôt très cool. Ça veut pas dire que je lirai à chaque fois plein de livres, ça veut pas dire que je lirai cette fois-ci tous les livres que j'ai sortis, mais si ça peut me motiver, je suis bien preneuse, d'autant que ça marche déjà pas mal pour celui-ci, donc Que passe l'hiver de David Brie aux éditions de L'Homme sans nom, qui est à la fois dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge et à la fois une relique de ma pile à lire puisque je l'ai acheté aux Imaginales 2021 si je ne dis pas de bêtises, et que clairement si je ne lis pas en hiver celui-là c'est quand même un petit peu triste. Et je vous dis que ça a déjà bien fonctionné puisque c'est une de mes lectures en cours. J'en suis actuellement à 200 pages sur 375, quelque chose comme ça. Et je suis très contente que ce défi m'ait permis de le sortir, parce que sinon je pense qu'il aurait encore fait un an dans ma pile à lire et ce n'était pas le but. Toujours est-il que ici on est dans une fantaisie, alors avec des inspirations qui sont pas forcément évidentes je trouve, mais je dirais celte ou nordique. En tout cas ça se passe autour du solstice d'hiver et en gros il va y avoir une convergence de 4 clans qui reviennent chaque année renouveler leur allégeance au roi de la clairière, qui est une espèce de demi-dieu gigantesque avec des bois de serre et qui a un petit côté je trouve esprit de famille dans la passe miroir si vous voyez. Et le personnage principal qui s'appelle Stig s'en vient du coup pour son premier solstice d'hiver, chose pour laquelle il est relativement très très enthousiaste parce qu'on lui a vendu des célébrations, on lui a vendu de la joie, on lui a vendu plein de trucs hyper positifs. Sauf que dès le départ ça sent pas très très bon puisque sur le trajet il manque de mourir quand la selle de son cheval cède sous lui, et puis arrivé là-bas il y a pas mal de choses qui commencent à ne pas tourner très très rond, et notamment un certain nombre de gens qui se retrouvent à mourir dans des circonstances plus ou moins naturelles, et Stig va du coup se retrouver plus ou moins à mener l'enquête avec d'autres représentants
des différents clans pour comprendre un petit peu ce qui se passe et ce qui rend ces festivités bien moins festives que ça n'aurait dû. Pour l'instant, j'aime bien ma lecture, j'aime beaucoup La Plume de David Brie que je trouve à la fois très poétique et très agréable et ça se lit tout seul. J'aime bien le personnage de Stig que je trouve assez intéressant. Globalement, c'est un récit, alors je dirais jeunesse young adulte, il y a des choses qui sont peut-être un petit peu dures et ne serait-ce qu'au niveau de la pagination, je suis pas sûre que ce soit le plus simple pour un récit jeunesse, ou alors jeunesse un petit peu, jeunesse plus si vous voulez, donc voilà, pour moi on est entre le jeunesse et le young adulte, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Il y a des petits moments où c'est un petit peu long, où il y a des petites longueurs, notamment parce qu'il y a pas mal de discussions entre les différents membres des clans, entre certains groupes, etc. et où des fois la tension redescend un petit peu, ce qui est dommage parce qu'à chaque fois que il y a un truc un peu inhabituel, que quelqu'un meurt, etc., ça remonte, et puis après on discute un peu trop et ça redescend. Donc là-dessus, le rythme est un petit peu en dents de scie, ce qui est un petit peu dommage, et je pense que c'est ce qui me fait le plus peiner dans cette lecture, mais sinon ça se lit relativement très vite quand même, et pour l'instant c'est plutôt agréable. J'ai hâte d'avoir le fin mot de l'histoire, même si on a des petits éléments qui commencent à venir tranquillement, et donc en gros ça c'est ma mission de aujourd'hui, demain, si possible le finir, puisqu'il me reste voilà, 175 pages et que ça se lit, comme je le disais, assez vite, donc je pense que c'est tout à fait jouable. Je vous vloguerai de toute façon au fur et à mesure ce que ça donne. Là je l'ai commencé parce que je l'avais pris tout simplement au boulot pour lire un petit peu pendant ma pause déj cette semaine, et ça a très bien fonctionné parce que du coup j'ai déjà lu 200 pages, mais j'aimerais bien le finir assez rapidement pour ensuite pouvoir enchaîner sur, pour le coup, de très nouveaux venus dans ma pile à lire, puisque c'est des achats de ce mois-ci, et le premier c'est Nous regrettons la mort de Arnaud Cazel aux éditions Les Trois Nordes, qui est tout petit, qui fait 200 pages je crois, ouais 235 pages, et que j'ai pris au début du mois quand je suis passée au festival Yggdrasil, donc avec Juliette de la chaîne Livre et Sortilège qui m'a gentiment accueilli à l'occasion de ce festival. Nous regrettons la mort, c'est un livre qui me tente depuis que j'ai découvert Les Trois Nordes. J'avais vraiment beaucoup hésité à me le prendre aux dernières Imaginales quand j'avais rencontré Laure des mots de l'imaginaire, et donc l'éditrice de cette maison d'édition, mais bon, j'avais déjà largement dépassé mon budget et j'avais pris qu'un seul livre chez eux, et là donc Les Trois Nordes étaient à Yggdrasil, donc c'était l'occasion. Encore une fois, je me suis dit qu'il était tout petit. Ça a l'air à mon sens de bien coller avec ce côté pas d'histoire d'amour romantique, puisque on est ici dans un monde où a priori la mort n'est plus, pour un petit peu respecter quand même, j'imagine, ce cycle de la vie et avoir quand même une fin pour les gens. Il y a des espèces de rites de la noyade, et donc le personnage principal rentre sur sa terre natale pour assister à la noyade de sa mère, et a priori ça va être plutôt une espèce de quête avec un vieux voisin pour assassiner la Corneille Blanche. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus, ça a l'air très mystérieux, mais en tous les cas le résumé n'a pas l'air d'impliquer une potentielle relation amoureuse, donc écoutez, je pense que ça collera très bien pour ce récit, et ça m'intrigue beaucoup. Ça a l'air très onirique, très mystérieux, très fantastique, donc j'ai hâte de m'y plonger. Et le dernier livre de cette espèce de petite pile à lire pour ce défi, c'est le 3e tome des Enfants Indociles, donc Sous un ciel de sucre, de Shannon McGuire aux éditions Pygmalion, qui est une sortie toute récente de ce mois-ci dans une série que j'affectionne particulièrement, dont je vous ai déjà parlé je crois à quelques reprises. On est dans un monde où donc les enfants qui sont passés à travers des terriers de lapins, à travers des armoires pour Narnia ou que sais-je, reviennent malheureusement dans notre monde bien moins fantastique et doivent s'y réadapter. Et cette espèce de tome compagnon à chaque fois hein, dans cette série pour l'instant, et là je crois qu'on suit une petite fille qui n'est pas censée exister parce que sa mère serait morte avant de l'avoir mis au monde, pareil dans ces dimensions un petit peu fantastiques, etc. Et la petite fille en question va, je crois, enquêter pour comprendre le pourquoi du comment de son existence. En tout cas c'est comme ça que j'avais compris le résumé, que j'ai pas trop envie de relire parce que comme le précédent c'est un livre qui est très court et j'ai pas envie de me spoiler. Globalement Les Enfants Indociles ça se lit tout seul, ça se lit très vite, pareil celui-là fait à peine 200 pages donc je pense qu'il va être lu assez rapidement, et j'aimerais vraiment beaucoup le sortir de ma pile à lire aussi vite
qu'il y est rentré et vous en donner des nouvelles très vite dans la suite de ce vlog également. Donc c'en est tout pour ma petite pile à lire pour ce défi lecture de février. J'ai vraiment beaucoup d'espoir sur le fait que j'arrive à tout lire, mais on va voir ça. Dans tous les cas, là moi je vais aller continuer un petit peu Que passe l'hiver et je vous ferai des updates tranquillement de comment ça avance. Je vous reprends quasiment une semaine, je crois, après le précédent clip où je vous parlais face caméra. Et en une semaine, je n'ai pas franchement avancé puisque je n'ai toujours pas fini Que passe l'hiver de David Brie aux éditions L'Homme sans nom. J'avance doucement honnêtement, j'en étais à 200 pages la dernière fois, là je dois être à 240, 250, quelque chose comme ça. Mais comme je le disais, le rythme est assez lent, donc c'est pas le genre de livre que je binge globalement. Sauf que là on arrive fin février et que le défi va bientôt être terminé, donc bon gré mal gré, je vais devoir un petit peu le binger. Toujours est-il que je passe toujours un bon moment, j'aime beaucoup la plume de l'auteur, mais voilà, le fait que le rythme soit assez lent et qu'il y ait pas mal de moments où les personnages parlent un petit peu et font redescendre le rythme, ça m'aide pas à avancer aussi vite que je le souhaiterais. J'ai quand même envie d'avoir le fin mot de l'histoire, de comprendre un petit peu tous les tenants et les aboutissants de pourquoi tout le monde meurt à ce rassemblement. Et j'aime vraiment beaucoup l'ambiance très hivernale dans cette espèce de huis clos avec tous ces clans qui se regardent un petit peu du coin de l'œil de façon un petit peu méfiante. Donc voilà, c'est un peu ma mission là. Aujourd'hui on est, je sais plus si je l'ai dit, mais on est vendredi 24, on est vendredi 24 février, il doit être quelque chose comme 17 h et voilà, je pense que en cette fin d'après-midi, il faudrait que j'avance vraiment ce livre-là pour pouvoir, avec un peu de chance, commencer soit Nous regrettons la mort, soit le 3e tome des Enfants indociles. Je pense que je vais commencer par celui-là parce que ça risque d'être une lecture un petit peu plus légère que je dois pouvoir caler dans la soirée, j'espère. Et celui-ci, je pense que je vais me le garder pour dimanche puisque j'ai la journée complète un petit peu posée. Donc je pense que ce serait l'occasion, parce que même s'il est court, il m'a l'air un petit peu plus exigeant, en tout cas à voir. Mais encore une fois, j'espère au moins lire un des deux et vous en redonner des nouvelles quand je les aurai commencées et continuer, j'espère. On va voir ce que ça va donner. Mais là, il faut vraiment que je termine Que passe l'hiver. Je vous dis donc à plus tard pour des petits updates. J'espère que j'aurai des choses à vous dire. Je vous reprends un tout petit peu plus tard, mais pas beaucoup plus tard. Globalement, j'ai repris du coup Que passe l'hiver. J'ai recontinué un petit peu. Et là, on vient d'avoir un petit plot twist plutôt sympa, assez surprenant, qui me semble bien cohérent et qui me plaît bien. Et donc je pense que ça va un petit peu faire avancer les choses et globalement je pense que là on rentre sur les 150 dernières pages où l'action va vraiment s'accélérer, je l'espère en tout cas. Une chose que j'ai pas mentionnée et qui est assez présente quand même dans ce livre, c'est toute la part du destin qui a vraiment son importance, puisque il y a donc dans les 4 clans qui ont chacun des pouvoirs différents. Donc il y en a qui se transforment en animaux, c'est le cas du clan de Stick puisque lui se transforme en corbeau. Il y en a qui utilisent la magie. Le 3e clan est capable de traverser les ombres pour aller d'un endroit à un autre. Le dernier clan voit les fils du destin du coup et peut un petit peu les suivre pour voir ce qui peut ou ce qui va se passer. Et on est beaucoup sur cet aspect qui revient puisqu'il y a pas mal de moments du récit où on nous dit un fil se rompt, un autre se renforce, etc. Donc on voit un petit peu les différents possibles qui deviennent de plus en plus probables, etc. Donc c'est un aspect que j'apprécie particulièrement. Le destin c'est toujours un petit peu difficile en fantasy puisque souvent c'est un peu facile. Là je trouve que c'est plutôt pas trop mal traité. Donc à voir, mais je vais continuer gentiment ma lecture et je vous referai une update un petit peu plus tard. J'ai continué un petit peu et alors d'une part j'ai un tout petit peu peur parce que j'ai l'impression que l'on sent gentiment quand même une petite histoire d'amour commencer, ce qui ferait que malheureusement ça ne rentre pas extrêmement bien dans le défi
lire un livre sans histoire d'amour romantique. Cela étant, il y a quand même une très jolie histoire d'amour fraternel dans ce récit, et notamment dans le passage que je viens de lire où il y a une très jolie déclaration d'amour fraternel qui, ma foi, est très touchante et fait beaucoup de bien, et j'aime beaucoup ces deux personnages et leur relation qui est quand même, je pense, au centre du récit, plus que la relation amoureuse qui va peut-être se dessiner un petit peu plus. J'espère qu'on n'en verra pas grand chose et que ça restera quand même dans le pas trop d'histoire d'amour romantique à voir. Toujours est-il que, comme je le disais, ça avance un petit peu plus au niveau de l'action aussi, même si les personnages prennent toujours le temps de discuter entre deux, raison pour laquelle on a eu cette petite déclaration, et que globalement j'apprécie toujours autant l'atmosphère. Donc on va continuer et voir ce que ça donne et si on va avoir une romance ou pas dans la fin de ce bouquin. Je vous reprends donc dimanche matin. On doit être le 26 février et il est, je ne sais pas quelle heure, 9 ou 10 heures, quelque chose comme ça. Vendredi soir, j'ai fini Que passe l'hiver de David Brie aux éditions de L'Homme sans nom. Je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais c'était peut-être pas hyper clair, donc je vais essayer de vous refaire un résumé peut-être plus clair que le précédent. Globalement, on suit le personnage de Stig qui fait partie d'une des 4 grandes tribus de la Clairière, et ces tribus se retrouvent tous les ans à l'occasion du solstice d'hiver pour reformuler leurs vœux au grand roi de la Clairière, qui est une espèce de demi-dieu et qui fait un petit peu avec toute leur mythologie. Et donc Stig, c'est son premier solstice, il attend ça avec grande impatience parce que son frère et globalement toute sa tribu lui a vendu que c'était extrêmement cool et qu'on s'amusait bien, sauf que tout va aller de mal en pis à partir du moment où ils partent pour cette grande célébration, puisque lui va manquer de se tuer quand la selle de son cheval va céder sous lui sur le chemin. Dès qu'ils arrivent, un des chefs de clan va mourir mystérieusement lors du premier banquet, et il y a pas mal de morts qui vont s'enchaîner comme ça, donc qui participent à donner un petit peu cette atmosphère de thriller. Et puis à côté on a Stig qui se dit que probablement il y a un truc un peu louche et qui va essayer de mener l'enquête pour comprendre ce qui se passe, et qui est en train de tirer les ficelles. En parlant de ficelles, il y a toute une partie, comme je le disais, au niveau du destin qui est assez présente, puisque ces 4 clans ont tous des pouvoirs différents. Le clan de Stig peut se changer en animaux, lui se transforme d'ailleurs en corbeau. Il y a un clan qui peut voyager à travers les ombres, un petit peu à la manière de Mia de Nevernight si vous voyez. Il y a un clan qui invoque des espèces d'esprits et pratique une sorte de magie, et il y a un clan qui peut voir les fils du destin et essayer d'en favoriser un plutôt que l'autre, et c'est quelque chose qui revient de façon récurrente dans le récit, où à certains moments lors de turning point, de moments un petit peu charnières, on a la locution un fil se casse, un autre se renforce ou quelque chose comme ça. Donc on a vraiment cette présence du destin qui est assez importante, et qui revient aussi dans les superstitions des gens de la tribu, puisque on nous dit que globalement les fils sont tissés par Urian, donc qui est le dieu de ces tribus et le père de leur roi, donc le demi-dieu, et qui pour toute la tribu est responsable d'un petit peu tous les maux et décide en gros des fils qu'il tisse. Et donc si quelque chose de mal arrive, finalement c'est toujours de sa faute, et c'est quelque chose qui va être assez intéressant du point de vue de Stig, parce que lui défend quand même la participation du libre arbitre et des choix que font les hommes, et dit que c'est probablement pas seulement Urian qui est partie prenante dans les décisions et dans ce qui va advenir. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Autre point intéressant, le personnage de Stig est porteur d'un handicap puisqu'il est né avec un pied beau. On nous dit à plusieurs moments qu'ils ont essayé un certain nombre de traitements qui n'ont jamais fonctionné, et donc il doit composer un petit peu avec ça, et c'est pour ça notamment que sa forme de corbeau lui est très chère, parce qu'il regagne une forme de liberté, de mouvement, etc. Donc il y avait vraiment des choses très intéressantes. J'ai beaucoup apprécié l'ambiance assez pesante, puisque dans une sorte de huis clos de ce rassemblement, l'hiver est extrêmement présent, il y a de la neige, il y a du froid, il y a des tempêtes, il y a vraiment tous ces aspects là qui sont très intéressants, mais c'est
je pense plus en lien avec moi qu'avec les qualités intrinsèques du livre, parce que objectivement je pense que c'est un bon livre, parce qu'à plusieurs moments j'ai vraiment beaucoup apprécié les développements, la façon dont ils étaient mis en place, les plot twists qui étaient plutôt assez surprenants. Alors il y a des choses qui nous sont dévoilées assez rapidement et donc on se dit un petit peu mais comment est-ce que je vais être surpris, parce que ça a l'air d'être plutôt l'intérêt du bouquin. Globalement on part plus ou moins sur un thriller, sur un murder mystery, un who's done it. Et en fait, il y a des choses qui nous sont données assez vite, donc on est un peu en mode pourquoi est-ce que on nous donne toutes ces réponses-là? C'est peut-être un peu rapide et en fait, il y a plus de mystère que ce qu'on croit au départ, et ça c'est vraiment très intéressant et très bien joué, je trouve. Globalement, je trouve que la construction du récit est plutôt chouette, mais il y avait pour moi quelques longueurs, comme je l'ai déjà dit dans certains passages précédents, où en fait il y a un moment d'action qui fait un pic d'intérêt et puis après ils en rediscutent un certain moment, peut-être un petit peu trop, et où là ça redescend, et je pense que c'est ce qui a fait que malheureusement je n'ai pas accroché autant que je l'aurais souhaité dans ce livre, et que c'était pas une lecture désagréable. Honnêtement, ça se lit très vite. J'aime beaucoup l'écriture de David Brie, encore une fois j'ai beaucoup apprécié l'univers, la mythologie, j'ai trouvé les personnages plutôt intéressants et le développement plutôt cool, mais je n'ai pas réussi à accrocher dans ce livre. Et à part pour cette histoire de rythme, mais qui ne fait pas tout je pense, je ne saurais pas trop vous expliquer pourquoi ça ne l'a pas fait autant que ça aurait pu. Encore une fois, ce n'est pas un mauvais livre, loin de là, il a énormément de qualité. Angel Fick sur Instagram, je sais pas du tout si je prononce ton pseudo correctement, a d'ailleurs fait une série de posts dédié à ce livre cette semaine. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai son compte en barre d'infos, parce que j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, et ça vous permettra peut-être d'avoir un avis d'une personne qui a davantage su apprécier ce livre que moi. C'est toujours intéressant, je pense, mais voilà, c'est pas une mauvaise lecture, c'est pas un mauvais livre, mais pour une raison qui m'échappe, je ne l'ai pas apprécié autant que je l'aurais souhaité ou autant que j'aurais pu, je pense. C'est comme ça, c'est la vie, ça arrive, c'est pas dramatique, c'est juste dommage pour moi et pour le livre, parce que j'aurais adoré l'apprécier davantage. Toujours est-il que je suis ravie de l'avoir lu pour ce défi. En plus, juste à titre informatif, la romance que je redoutais n'a pas eu lieu, donc il rentre très bien dans le défi lire un livre sans histoire d'amour romantique, d'autant que, comme je l'ai précisé, on tourne pas mal autour de l'amour filial, de l'amour fraternel, de l'amour de groupe de personnes, puisqu'il y a ce clan et il y a pas mal de choses, donc c'était plutôt cool à ce niveau-là, et ça rentrait très bien dans la consigne de Lucie. Et c'était une relique de ma pile à lire, donc c'est toujours très cool de les sortir. Je suis quand même très contente de cette lecture pour tous ces aspects. Un petit peu déçue que ça n'ait pas été un si bon moment de lecture que ça pour moi, mais encore une fois c'est très personnel. Je vous le recommande quand même si vous cherchez voilà, ce type d'ambiance, ce type de récit dans un univers très prégnant, avec des thèmes mythologiques, de destin et de choses comme ça assez présents, parce que vraiment je pense que c'est une lecture qui peut plaire à pas mal de monde. Et du coup, comme je le disais, on est dimanche 26 février, donc je ne pense pas réussir d'ici le 27 au soir, puisque si je veux poster ce vlog le 28, il faut que j'ai fini mes lectures le 27. Réussir à lire les deux livres que j'avais également mis dans cette pile à lire, donc Nous regrettons la mort et ici le troisième tome des enfants indociles, mais j'ai juste entamé ce tome-là hier soir. Honnêtement, j'ai lu... ne me marque pas, j'ai abandonné, mais honnêtement j'ai lu un petit chapitre pour me mettre en jambes hier soir. J'ai adoré retrouver la plume de l'autrice, je pense que ça va se lire très vite et c'est un petit peu ma mission de la matinée, l'entamer, bien l'avancer, tendre vers la fin pour probablement ce début d'après-midi. Si j'arrive à le lire aujourd'hui, ce serait très cool, comme ça je pourrais commencer à monter le vlog et peut-être que je commencerai Nous regrettons la mort, mais je ne suis pas sûre, on verra. Toujours est-il que si j'en lis déjà 2 sur les 3 prévus, ce serait très chouette, et je vais donc m'attaquer à celui-là et je vous en ferai des retours un petit peu au fur et à mesure dans la journée, j'espère. Je vous reprends pour un petit point, il est quelque chose comme 11h30 et je suis quasiment à la moitié du bouquin, donc sous un ciel de sucre.
Et j'aime vraiment beaucoup ma lecture, mais sans grande surprise, j'ai envie de vous dire, parce que j'ai adoré les précédents tomes des Enfants indociles de Seanan McGuire. On est ici donc dans des récits qui sont assez indépendants les uns des autres, même si on a une espèce de trame et que la chronologie est quand même relativement linéaire, même si notamment dans ce 3e tome, je pense que on va avoir quand même des petites magouilles temporelles, on va dire. Ici donc on suit, comme je le disais, les enfants qui sont revenus des mondes merveilleux à la Alice au Pays des Merveilles, Narnia, etc. et qui sont dans l'école des enfants indociles pour essayer de se réadapter un petit peu à leur monde, mais en espérant toujours retourner dans l'univers qu'ils ont quitté contre leur gré et qui leur convient complètement, puisque il est dit que chaque enfant trouve la porte qui lui convient le mieux. Donc un enfant qui va avoir besoin d'un univers avec énormément de règles, énormément de logique, va se retrouver dans ce type de choses, alors qu'un enfant qui a besoin, alors ils appellent ça l'amphigourie, mais en gros c'est de choses un petit peu what the fuck, qui n'ont pas forcément de sens, qui n'ont pas forcément de logique, des univers merveilleux et complètement fous, va se retrouver dans ce type de choses. Et là donc au début du récit, on est à cette fameuse école des enfants indociles, on suit certains des enfants qui y sont déjà, et une jeune fille va tomber dans la mare aux tortues, jeune fille qui vient d'un monde d'amphigourie, donc un monde un petit peu fou, avec énormément de confiseries, etc. Et il se trouve que cette jeune fille dit être la fille biologique d'une ancienne pensionnaire de l'école qui est décédée dans les premiers volumes, avant, a priori, normalement d'avoir pu concevoir une descendance. Et du coup, ça va créer un certain nombre de problèmes, notamment le fait que la dite descendance est en train de disparaître, ce qui ne lui convient pas franchement, et donc il va se monter une espèce d'expédition pour tenter de faire revivre, de faire revenir la mère en question pour que cette fameuse jeune fille puisse continuer à exister finalement, ce qui est plutôt sympathique ma foi, et c'est très cool parce que l'univers est absolument merveilleux et fantastique et magique et fait vraiment imaginer et visualiser des choses hyper cool et hyper plaisantes, et on est vraiment dans ce truc de l'enfance et de ces mondes imaginaires que je trouve juste trop cool, avec voilà cette espèce de détermination, cette espèce de boussole de tous ces différents mondes qui existent, et du bien qu'ils apportent à ces enfants qui globalement se retrouvent là-bas parce qu'ils cherchent quelque chose qui leur manque dans le monde réel. C'est un récit qui est, mais comme les premiers tomes, plein de tolérance, avec de la représentation de personnages, alors qui s'appelle elle-même Grosse, et donc qui va parler un petit peu de tout les soucis que ça a causé pour elle dans sa vie. Donc on a de la représentation de grossophobie et de toutes les conséquences que ça a pu avoir, etc., qui est, je trouve, extrêmement bien faite. On a de la représentation de transidentité, on a énormément de choses très cool, de la bienveillance, de la tolérance globalement, qui est extrêmement agréable. Pas de romance, mais des belles relations d'amitié. Globalement, ça tourne quand même autour d'un amour filial, puisque la jeune fille en question est à la recherche de sa mère, donc ça va être un petit peu ça, et puis de toutes les amitiés qui vont se tisser entre les enfants. Là, on explore un peu plus de monde que dans les précédents volumes, du fait de cette quête un petit peu à la recherche de ce fameux personnage, et c'est plutôt très cool, notamment parce qu'on a le regard des enfants sur certains univers qui leur conviennent ou pas, et je trouve ça vraiment très intéressant la façon dont c'est fait. J'aime énormément l'écriture de l'autrice, qui est pleine d'humour un peu sarcastique et à la fois hyper enveloppante et extrêmement doudou, et très plaisante. Ce volume-là est illustré, ce qui n'était pas du tout le cas des précédents, si je ne dis pas de bêtises, et qui justifie un petit peu plus à mon sens son prix, parce que il était quand même à 21 €, ce qui pour un bouquin de 200 pages peut faire un petit peu mal, mais du coup il y a des illustrations à chaque début de chapitre ou quasiment, ce qui je trouve est quand même très chouette, et elles sont plutôt très jolies. Elles sont en noir et blanc, mais elles sont plutôt très cool. Je vais pas vous les montrer parce que c'est peut-être un petit peu spoilant, mais c'est vraiment très chouette, et voilà, je passe un excellent moment. J'ai très hâte de continuer. Je pense que je vais le finir globalement là en fin de matinée, début d'après-midi, et je vous en reparlerai à ce moment-là, mais je suis absolument ravie de ma lecture pour l'instant.
Je vous reprends du coup un petit peu plus tard parce qu'il doit être quasiment 14 h je crois. J'ai fini du coup Sous un ciel de sucre de Shannon McGoyer, le 3e tome des enfants indociles, qui est publié chez Pygmalion. Et c'était vraiment très chouette, mais comme les précédents volumes de la série. Alors il y a moins d'illustrations que ce que je pensais, parce que j'en ai 2 ou 3, mais pas beaucoup plus. C'est le petit bémol que je donnerais, parce que du coup il y en a un petit peu au début, puis après ça s'arrête, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'était vraiment très chouette de suivre cette aventure. Il y a toute une partie dans un monde qui donne extrêmement faim, puisque tout est fait en nourriture sucrée et c'est juste merveilleux dans le sens premier du terme. J'ai adoré suivre les personnages et leurs relations qui se tissent parce que c'est plein de bienveillance, c'est des relations hyper cool, c'est un groupe d'amis du coup qui se forme et qui est hyper chouette. C'est, comme je le disais, plein de très beaux messages de tolérance sur, du coup, la jeune fille qui est définie comme grosse. Mais il y a tout un truc autour de ce terme, notamment, que je trouve très intéressant et qui fait du bien à lire. Et il y a un très beau message autour du handicap également. Voilà, comme je le disais, autour des relations filiales, autour de plein de trucs très chouettes. C'était une excellente lecture. Je vous recommande la saga des enfants indociles si vous ne l'avez pas encore découverte, parce que c'est vraiment hyper chouette, c'est très original et ça revisite énormément de choses de l'enfance et de ces mondes un petit peu fantastiques qu'on prend plaisir à redécouvrir avec, encore une fois, des super messages à la clé. C'est un mélange qui fonctionne extrêmement bien avec moi et je suis ravie d'avoir pu lire ce livre en plus si rapidement après la sortie. C'est toujours cool. C'est une très bonne deuxième lecture pour ce défi lecture du mois de février. Comme je le disais, je ne suis pas certaine d'avoir le temps de lire le 3e livre que j'avais plus ou moins prévu, en tout cas que je m'étais mis, parce que je pense qu'il peut coller dans la consigne de Lucie. Si je n'y arrive pas, c'est pas très grave. Si je le commence mais que je le finis pas dans la partie, je vous en parlerai peut-être un petit peu quand même si j'ai le temps et par rapport au montage. Et puis sinon, tant pis, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Déjà, j'ai lu 2 livres que j'avais envie de lire, je trouve ça très bien. J'ai passé de très bons moments. Que passe l'hiver, comme je vous l'ai déjà dit, c'était une bonne lecture, mais j'ai pas autant accroché que je l'aurais souhaité. Mais c'est pas la faute du bouquin. Et pour celui-là, j'ai vraiment kiffé. Donc globalement, je suis quand même très contente des lectures que j'ai pu faire pour ce défi pour l'instant. On verra si j'ai le temps de faire plus. De toute façon, je pense que je vous reprendrai un petit peu plus tard, probablement demain soir, si j'ai bien reçu la lettre de Lucie, parce que comme ça, je pourrais conclure ce vlog avec la consigne du mois de mars. Si ce n'est pas le cas, on se débrouillera autrement. Mais dans tous les cas, je conclurai, je pense, demain, tout de suite pour vous probablement. Je vous reprends juste pour conclure ce vlog parce que on est lundi soir et qu'il faut que je finisse de le monter pour pouvoir le publier demain. Et comme je travaille demain toute la journée, il faut que je le finisse ce soir. Bref, juste pour vous dire que j'ai un tout petit peu commencé du coup Nous regrettons la mort de Arnaud Cazelle aux éditions Les Trois Nornes. J'en suis à une 40aine de pages en gros dedans et pour l'instant j'aime beaucoup ce que je lis. Alors la pagination est pas forcément la plus fluide à lire parce que c'est des pages assez denses, donc finalement on avance assez lentement malgré la taille du bouquin, mais ça se lit quand même très bien. J'aime beaucoup le style de l'auteur, j'aime beaucoup ce que je lis pour l'instant. On est dans une fantaisie celtique avec un côté très écossais si vous voulez, avec des espèces de clans qui vivent sur des îles, avec des tartans, avec des druides, enfin pas mal de choses qui rappellent vraiment le côté celte. Et donc la mort a disparu et donc les gens qui finissent par mourir sont non morts et doivent être noyés pour ne pas devenir violents et agresser les vivants, etc. Et donc la protagoniste est une chasseuse de sorcières, puisque du coup on est
dans un monde où le roi est également le pape, le roi ou l'empereur, je ne sais plus, est également le pape, et où l'inquisition est extrêmement présente et où globalement ils font brûler les sorcières pour avoir une espèce de carburant magique a priori. Donc c'est du recyclage de sorcières, c'est formidable. Et donc la protagoniste est une chasseuse de sorcières, elle revient sur une île pour la noyade de sa mère et se retrouve à être missionnée pour tuer la sorcière de l'île. Et c'est là que j'en suis globalement, donc c'est au début du récit puisque c'est grosso modo ce qui est marqué sur la 4e de couverture. C'est très intriguant, tout ce côté sur la mort ça a l'air intéressant, pareil en termes de religion je pense que ça va être des discussions intéressantes, donc j'ai très hâte de continuer. Du coup je ne vous en dirai pas plus pour ce vlog, mais je vous ferai une update quand je l'aurai fini en dernière lecture ou autre, et je vous dirai ce que j'en ai pensé, mais pour l'instant j'aime beaucoup. Et voilà, du coup c'en est tout pour le vlog de ce défi lecture. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si la consigne vous inspirait, si vous avez lu des livres pour cette consigne, si vous avez d'autres livres à me recommander pour cette consigne, si vous avez lu certains des livres dont j'ai parlé. Et je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.